Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler de la réforme de la responsabilité financière, mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec une grosse actualité en fonction publique. Un décret relatif aux sapeurs-pompiers professionnels. Voici ici des détails. Le décret d'application qui a été adopté et publié sur le référent laïcité. Là aussi, voici des détails. Un arrêt qui nous dit ce qui se passe et quelles sont les marges de manœuvre du Premier ministre lorsqu'il y a un échec des négociations collectives entre partenaires sociaux. L'obligation d'une publication du rapport annuel sur l'égalité des sexes au niveau national. Et puis l'État qui se dote d'une sorte de grande DRH, la dièse, avec des délégués ministériels, dans la continuation de la suppression de l'ENA remplacée par l'INSP et surtout de la fusion des grands corps de l'État. Et fonction publique toujours, une grande circulaire de nouveau sur le télétravail dans la fonction publique de l'État. Et puis toute une série d'évolutions sur un certain nombre de cadres d'emploi ou de grades que voici. Finances, là c'est cette saison. On a la loi de finances pour 2022 qui a été publiée au JO. C'était le sujet de notre dernier grand dossier. Mise à jour évidemment d'un grand nombre de normes comptables et budgétaires publiques que j'ai essayé de toutes vous résumer ici. N'hésitez pas à mettre sur pause pour trouver celle qui vous intéresse. Et puis, fin de la rénovation de la LOLF avec la publication de la loi organique après celle de la loi ordinaire. Les tarifs des EHPAD qui sont fixés pour le prix socle, pour ceux qui sont régis uniquement par l'article 342.1 du CSF, à plus 1,97%, donc un petit mieux. Et puis également, pour la taxe d'aménagement, l'arrêté que voici. Urbanisme. Les jugements rendus en matière de sursis statué en zone tendue peuvent-ils être frappés d'appel? Réponse par le Conseil d'État. Gros volet environnemental aussi, avec 2 textes sur tout ce qui est pollution atmosphérique. Un qui nous dit quelles sont les agglomérations qui sont tenues d'adopter un plan de mobilité, une surveillance adaptée à la qualité de l'air, une ZFE, un PPA, et un décret sur le volet pollution atmosphérique des PCAET. Le Terre de Rouen de son côté nous dit avant de faire de la pêche à pied, oui, quand je suis en zone Natura 2000, il y a un lien direct avec notamment le régime alimentaire d'un certain nombre de mammifères marins, d'oiseaux, etc. Dans ce cas-là, il faut une analyse des risques, une évaluation d'incidence, nous dit un TA. Et puis quelques autres textes environnementaux que voici. Une loi a réformé le régime des catastrophes naturelles pour rendre le régime plus efficace, plus transparent et surtout laisser les élus locaux moins seuls face aux administrés. Sur la responsabilité, un arrêt intéressant du Conseil d'État qui nous dit que la mention des voies et délais de recours en responsabilité administrative s'impose, donc quand on a une réclamation, une demande préalable, lors d'un refus express, oui bien sûr, mais aussi dans l'accusé de réception des demandes préalables, si derrière il y a une décision implicite de rejet. Union européenne, de nouveau, une nouvelle décision de la CJUE, pour démanteler les législations et jurisprudences nationales qui s'opposeraient à la primauté du droit européen. Cette fois-ci, pour imposer la primauté du droit européen contre même des jurisprudences constitutionnelles ou contre des sanctions données à des juges, lorsque le droit national conduit à une relative impunité en matière de fraude et de corruption. Et puis, on finit sur un moment un petit peu inquiétant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de justice prédictive, etc. Ça y est, on vient de franchir le pas en Chine avec des procureurs électroniques. C'est expérimental, ce n'est que pour 8 infractions, dont des infractions politiques. Diable. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier. La réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables. À la base, on a un cadre général sur tout ce qui est vie financière qui est en forte évolution. Il y a eu des tentatives interrompues d'expérimenter des agences comptables intégrées dans le monde territorial. Il y a la possibilité d'en faire sous certaines conditions. Une évolution du contrôle opéré au sein des établissements publics de l'État. Une expérimentation dans le monde territorial du compte financier unique qui est déjà pratiqué dans l'éducation ou dans la santé. Et toute une série d'évolutions variées, y compris sur la séparation même entre ordonnateurs et comptables. La responsabilité des comptables, c'est la responsabilité surtout pécuniaire et personnelle, RPP, que l'on connaît bien, mais qui a été réformé il y a 10 ans, qui est tempéré par le fait que désormais il y a des mécanismes d'assurance, de remise gracieuse, et puis que on a désormais une responsabilité qui sera engagée quand il y a
un vrai préjudice pour la structure publique. Mais on a quand même un système qui est considéré comme à bout de souffle par la plupart des acteurs et parfois un peu injuste. Une problématique un peu différente également pour la gestion de faits. La responsabilité personnelle des ordonnateurs, quant à elle, est assez virtuelle. D'abord, elle ne touche pas les élus, sauf pour les fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé de leur mandat. Et puis, il y a très peu d'arrêts de la CDBF, même s'ils sont très intéressants et très bien rédigés et instruits en amont. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait même que l'on ait moins de responsabilités pénales, qui tombent de manière parfois injuste, et que l'on ait une responsabilité qui soit quasi disciplinaire sur les ordonnateurs, à la place de choses aujourd'hui qui sont condamnées quand il n'y a pas de vraie intentionnalité coupable. En 2018, le syndicat des juridictions financières avait fait des propositions audacieuses là-dessus dans son fameux livre beige. En 2020, il y a eu le rapport Basser, dont tout le monde a parlé, mais qui était peu acceptable pour la plupart des acteurs. Et on en a moins parlé, mais il était plus important en réalité, le rapport de Madame Damaret, qui visait, ces deux rapports, à regarder ce que pourrait être une réforme de la responsabilité financière. Et un peu à la surprise générale, le nouveau premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a lancé tout un programme, JF 2025, pour juridiction financière 2025, avec beaucoup de réformes, pas uniquement là-dessus, mais beaucoup de réformes, dont les fameuses réformes 17 et 18, sur cette responsabilité unifiée. On prendra une responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables, avec un régime d'infraction financière comme aujourd'hui devant la CDBF, en lieu et place de ce qui est pour les ordonnateurs aujourd'hui la CDBF et pour les comptables la responsabilité pécuniaire et personnelle. Dans le régime proposé par à peu près tout le monde, Madame Damaret, le premier président Moscovici, évidemment le syndicat des juridictions financières, les CRC ou CTC devaient être le premier degré de juridiction sur ce point. Il y avait même de possibles aménagements ensuite de la ligne entre pénal et responsabilité financière dans les commentaires de beaucoup qui voyaient une première étape, peut-être en ce sens. Et d'ailleurs, dès un décret du 18 mai 2021, on a eu une spécialisation des fonctions dans les juridictions financières avec une 7e chambre spécialisée dans les affaires contentieuses. Et il était même envisagé qu'on glisse pour les plus grosses des CRCTC vers ce genre de choses. Eh ben, dans le loi de finances, ça y est. Le texte est adopté. On va vers une ordonnance dans les mois qui viennent là-dessus. Et ça sera donc dès 2022, normalement avant la présidentielle, que l'on aura ce nouveau régime par ordonnance. Le régime de ces responsabilités devrait rester assez limité puisque c'est centralisé à Paris avec des magistrats qui viendront de la Cour des comptes ou des CRC-CTC, mais quand même sur Paris. Donc un risque d'engorgement, de thrombose ou d'entonnoir trop étroit peut-être. Évidemment, il y a un double degré de juridiction, donc il y a cette juridiction qui dépendra de la Cour des comptes en fait. Ensuite, donc une possibilité de passage en cassation devant le Conseil d'État. On aura des infractions financières qui seront déterminées par l'ordonnance. Mais ça ne sera que quand il y a un préjudice financier significatif, ce qui évoque un peu ce qui existe dans l'RPP aujourd'hui pour les comptables, et une faute grave. Donc il ne s'agit pas de taper sur des pécadilles, de sanctionner des broutilles. Néanmoins, on est quand même sur quelque chose d'assez limité, ce qui a choqué beaucoup. On devait avoir une fusion de la gestion de faits dans tout ceci. Ben non, la gestion de faits va être réformée, mais est, semble-t-il, maintenue. Enfin, le texte prévoit qu'elle est maintenue. Les élus sont donc exemptés de ce régime pour leurs fonctions électives directes, mais c'est mezzo voce. Dans le texte, ce n'est pas dit comme ça. Ça ressort plutôt des débats parlementaires. Là aussi, à suivre. Les règles procédurales sont assez conformes aux standards, notamment de la CEDH. Ce qui est prévu en matière d'amende reprend à peu près ce que l'on connaît aujourd'hui dans la CDBF, c'est-à-dire des amendes faibles, mais avec un risque, évidemment, médiatique, et surtout, un risque de peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de comptable ou d'être ordonnateur. Toujours pas de procédure permettant de commencer une instruction pénale et de la faire glisser vers le financier, hélas. Et évidemment, sur le non bis idem, il y aura quelques débats sur les frontières de cumul de sanctions entre le pénal et cette responsabilité financière. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à un expert bien connu et dont vous apprécierez la vivacité d'esprit et d'expression. Monsieur le procureur général honoraire, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Première chose, le principe même de cette réforme est-il satisfaisant dans son principe même d'une responsabilité unifiée
entre comptables et ordonnateurs autour d'une liste d'infractions financières. Oui, le principe de cette réforme ne fait pas de doute. Le régime jusqu'ici était devenu totalement insatisfaisant pour deux raisons. La première, c'est l'impunité des ordonnateurs élus. Alors on en discutait depuis des années, c'était de plus en plus inacceptable. Et puis la seconde, c'est que l'évolution du droit financier et du droit comptable rendait la séparation ordonnateur-comptable assez factice dans la mesure où le comptable, situé en bout de chaîne, avait une responsabilité qui était totalement théorique. Songez par exemple à l'importance de la comptabilité d'engagement. Mais l'engagement, c'est qui ? Et le fait que finalement ce ne soit pas les CRC ou CTC qui soient de premier degré de juridiction, est-ce que ça risque de compromettre la réussite de ce nouveau régime ? Il est clair que la disparition du caractère juridictionnel des CRC va exprimer une réduction considérable du nombre d'affaires et une réduction considérable du nombre de saisines du pénal en vertu de l'article 40. Donc, parce que l'on a réduit l'entonnoir au stade de l'ouverture des procédures, on a un résultat qui vous semble critiquable. C'est pas critiquable, c'est une régression. Pour trois raisons. D'abord, l'impunité des ordonnateurs est maintenue, des ordonnateurs élus, elle est maintenue. Deuxièmement, l'absence de... J'avais fait des propositions là-dessus dans mes discours de rentrée de 2018 et 2019. La responsabilité, le contenu de la responsabilité du comptable n'est toujours pas amélioré, agrandi. Et puis, troisièmement, l'exigence d'une faute grave et d'une responsabilité financière significative. Attendez, ces deux qualificatifs sont faits pour rendre les juges très prudents, mais ils le sont déjà. Et si l'on vous demandait de réformer la réforme, que proposeriez-vous ? Si je voulais être un peu perfide, je dirais que je reprendrais assez volontiers la réforme de Philippe Séguin, dont tout le monde reconnaît qu'il a été un grand premier président. Cette réforme, hélas, été abandonnée. En tout cas, je reprendrai la question de l'impunité des ordonnateurs élus. Ceci n'est plus acceptable. Ce n'est pas un principe de démocratie. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de qualifier ce que doit faire le juge. Le juge sait ce qu'est une faute grave. Et le juge sait ce que c'est qu'une responsabilité financière significative. Et donc, mettre dans un texte des qualificatifs comme ça, c'est restreindre son pouvoir. Et puis, j'avais proposé que le comptable soit Chief Risk Officer, si vous me permettez un anglicisme, c'est-à-dire qu'il ait des responsabilités dès le début de la chaîne des paiements, car il est là pour bloquer quand il y a un problème. Et en complément de cette réforme, ne faut-il pas justement mieux définir les fonctions respectives du comptable public et de l'ordonnateur ? Mais c'est justement ce que je défendais, c'est pour ça que je militait pour que le comptable ait une responsabilité en amont de la chaîne des paiements. Le comptable, il est là, excusez-moi, mais le comptable, il est là pour dire non. Et son propre intérêt de ne pas dire non tout le temps et pour des choses secondaires, d'accord ? Il est là pour dire non et pour dire attention. Donc il faut qu'il soit responsable dès l'amont de la chaîne des paiements, dès la comptabilité d'engagement. Et il est quand même extraordinaire que l'on vide de tout sens la séparation ordonnateur-comptable au moment où elle s'impose partout dans le privé. Ceci dit, la dynamique de cette réforme, avec des infractions financières précises, devrait améliorer les choses en lieu et place de l'RPP. La dynamique ne peut pas remplacer des textes clairs. Maintenant, évidemment, on peut dire qu'il y aura une nouvelle étape dans la réforme. Après tout, le président Macron l'avait promis en venant à la Cour des comptes, le président Hollande l'avait promis en venant à la Cour des comptes, le premier président Séguin avait essayé. Nous sommes un pays où les choses vont lentement. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et au revoir. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Samedi juridique, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.